Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 21e épisode du Bistrot d'Aléolosque, saison 2. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission proposée par des supporters du LOSC pour les supporters du LOSC et produit par le site Aléolosque et les docs du net. Alors merci de nous avoir rejoints ce soir en ce match de Ligue des Champions. Donc ça démontre plusieurs choses, que peut-être que vous n'avez pas payé votre abonnement sur les chaînes réelles et que vous êtes privé de transmission pirate, hein, et vous avez choisi, comme nous, qui aimons la Ligue des Champions, mais uniquement quand c'est le LOSC qui s'y illustre, de nous rejoindre. Ici, vous pouvez assister en direct et c'est gratuit, il n'y a rien à payer, il n'y a rien de piraté, tout est disponible. Donc, un sommaire chargé pour cette émission qui est diffusée en direct sur les groupes et pages Facebook du Bistrot et d'Aller le LOSC et qui sera diffusée en replay sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Aller le LOSC. D'ailleurs, comme chaque semaine, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à cette chaîne. Vous verrez, vous serez ainsi au courant de toutes les nouveautés que vous propose ce podcast. Donc, je disais, une semaine extrêmement chargée en actualité. Ça commence par un retour sur le dernier match de Ligue 1, la victoire de Lille à Montpellier, donc un LOSC performant, à défaut d'avoir été flamboyant à Montpellier. Ensuite, nous resterons en Ligue 1 et nous irons voir le prochain match. Nous parlerons de la prochaine journée de Ligue 1, où sur la route du LOSC se dressent les Messins. Et enfin, nous terminerons par une troisième partie orientée Champions League. Le rendez-vous tant attendu arrive, c'est pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, les Lillois se mettront à Londres. Voilà, un sommaire extrêmement fourni et pour lequel nous avons des piliers du bistrot qui vont réagir ce soir. Parmi eux, vous le voyez, avec son logo de Breaking Dogs, il est là, il s'appelle Baptiste et il est prêt. Mister Big Data, avec ses statistiques, va nous accompagner ce soir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Vous le reconnaissez également dans son studio digne des anciens studios de Canal+, hein, une superbe décoration. Donc Christophe D, alias le Viox, qui est présent avec nous ce soir, ragaillardi par ses vacances au sport d'hiver. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Et il est également avec nous ce soir, le supporter de la région de Dunkerque, toujours fidèle au poste, Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous, et en particulier aux réfugiés de Streamon Sport qui ne pourront pas regarder le match ce soir et qui seront avec nous. Voilà, on vous accueille avec un extrême plaisir. Donc, de toute façon, on vous tiendra au courant des résultats pendant l'émission, sauf si les piliers du bistrot sont également abonnés, habitués au site pirate et qu'on ne pourra pas vous donner d'informations. Mais on est entre nous, hein, on ne le répétera pas. On s'en fout un peu. On va surtout parler des choses importantes, c'est-à-dire le LOSC ce soir. Alors, vous savez que, comme chaque semaine, vous allez pouvoir gagner non pas une place, mais 2 places pour le prochain match au Stade Pierre-Mauroy, vendredi soir, le choc contre le FC Metz, le retour d'Antonetti au Stade Pierre-Mauroy. On vous propose de gagner 2 places avec peut-être la question la plus difficile que nous avons posée depuis le début de ce jeu sur le bistrot d'Aller le LOSC. Une question extrêmement technique basée sur un thème d'actualité, la Saint-Valentin. Donc, on vous la posera en cours d'émission. Vous pourrez réagir. Alors, bien sûr, vous pourrez répondre sur les commentaires des groupes Facebook et vous pouvez également réagir, bien sûr, pendant toute cette émission. Avant de commencer cette première partie, vous savez que nous avons maintenant, depuis quelques semaines, une tradition. C'est la question à la con du bistrot d'Aller le LOSC. Cette semaine, pas d'invité. Ils sont tous partis regarder Real de Madrid contre Paris Saint-Germain, j'imagine. Pas d'invité, mais on a des piliers. Donc, dans ce cas-là, on pose la question à un des piliers. Cette semaine, la question n'est pas posée au hasard. Elle s'adresse tout particulièrement à Georges. Je vois son regard inquiet. Alors, je te rappelle,
Oui, mais là, je pouvais pas la faire à quelqu'un d'autre. Tu comprendras pourquoi. Donc, la question s'adresse à Georges. Je te rappelle que tu n'es pas obligé de répondre, mais tu peux, hein, mais c'est surtout la question qui est importante. Donc, Georges, les Messins ont la réputation de jouer extrêmement défensif. Est-ce parce qu'ils privilégient le soutien, Georges, qu'on voit assez peu les Messins en pointe? Non, je pense que c'est surtout qu'ils n'ont pas le choix, ils manquent de gros bonnets. Eh bien, on se satisfera de cette réponse qu'on Très, très développera bonne. dans la deuxième partie de l'émission. Bravo, Georges, parce que subir la question à la con, c'est difficile. Y répondre, c'est encore plus compliqué. Voilà. Très, très bon. Je vous propose donc de passer à cette première partie de l'émission, le retour sur le Montpellier-Lille du week-end dernier. Une victoire de Lille 1-0 à Montpellier. Est-ce que, Baptiste, tu as des stats ou tu veux que je m'en charge? Comme tu veux, je les ai sous les yeux si jamais Vas-y, il y a je besoin. te laisse les développer. Décris-nous déjà ce match sur le plan arithmétique. On pourra à partir de là essayer de développer un peu. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un match assez équilibré parce qu'il y a eu 16 tirs partout, mais une efficacité plus grande de la part du LOSC parce que c'est 7 tirs cadrés contre 5 du côté montpelliérain. Donc, 7 tirs cadrés pour Lille, ce qui montre qu'il a été plus décisif. Une possession de 57% du côté de Montpellier. Donc, Montpellier a eu plus le ballon. Ça s'est surtout vu en première mi-temps. Ensuite, au niveau des fautes, on est quand même garni. Il y a eu 15 fautes de la part du LOSC, 13 fautes de la part de Montpellier, enfin 13 fautes sifflées. Rappelons que l'arbitre, d'ailleurs, Stéphanie Frappard, est au cœur des critiques. Et la stat aussi à retenir dans ce match, c'est que le LOSC n'a pas eu de hors-jeu, donc 0 hors-jeu dans ce match. Alors cela s'explique bien évidemment par la non-titularisation de Brock-Elmaz, mais quand même 0 hors-jeu, ça doit bien faire longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oui, on reviendra sur Stéphanie Frappard et son arbitrage, certainement, dans les tops et les flops, hein, sans déflorer le sujet. Alors, suite à cette victoire, le LOSC se retrouve à dépasser son adversaire, se retrouve 10e avec 35 points, à 2 points de la 5e place et à 6 points de la 4e. Christophe, comment tu as vécu ce match? Comment tu l'analyses globalement dans ces grandes lignes? Est-ce que les Montpelliérains parlent de hold-up? Est-ce que tu trouves que c'est un hold-up? D'abord, je l'ai vécu dans la voiture du retour, déjà, mais bon, j'ai pu quand même regarder. Et non, franchement, le début de match, en fait, on a vu qu'on était une équipe qui était un peu, comment dire, un peu perdue. Après ce magnifique match contre le PSG où on avait quand même fait un non-match, où ça ressemblait à rien. Donc, franchement, on partait de très loin. Et pour ce match, Gourvenec avait choisi de changer pas mal de joueurs. Je pensais qu'il allait changer la tactique. Donc on avait échangé avec Baptiste. Il m'a dit non, ça va jouer 4-4-2. Moi, je pensais que j'allais jouer en 5-3 ou 5-3-2 ou 5-4-1. Mais non, en fait, ils ont bien joué en 4-4-2. Mais il a vraiment changé les joueurs et il a voulu mettre un peu d'allant là-dedans. Et en début de match, on a joué la transition, mais avec beaucoup de maladresse. Donc c'est vrai qu'au début de match, on a beaucoup subi parce que derrière, on était très bien placés défensivement. Et c'est là que les Montpelliérains peuvent parler d'hold-up sur la première demi-heure de jeu, où on a beaucoup subi, où ils ont des grosses occasions, où on a un gardien qui a fait des arrêts, mais on y reviendra après. Et en deuxième mi-temps, par contre, on peut parler d'une domination du LOSC. Et donc là, on ne parle plus de hold-up pour moi. Pour moi, au fur et à mesure, on s'est trouvé, on a trouvé notre place. Et je pense que la victoire est logique sur le match. Georges, est-ce que tu rejoins Christophe dans cette analyse? Alors, ouais, c'est une totalement. victoire méritée du LOSC? Ouais. Je voulais juste rajouter une petite stat aussi. C'est que c'est la première fois cette saison qu'on marque en deuxième mi-temps. Depuis la reprise, et c'est aussi le premier clean sheet, et en gros, ça correspond au pronostic que j'avais pu faire la semaine dernière, 1-0. Voilà, petit aparté. Moi, le premier clean sheet à l'extérieur. Clean sheet à l'extérieur et depuis la reprise de janvier. Parce que c'est ce que j'avais pronostiqué, victoire 1-0 avec un but en deuxième mi-temps. Et non, moi surtout, justement, on évoquait l'année dernière la hantise, l'angoisse
de revivre un groupe qui se délite, c'est-à-dire ce qu'on avait vécu en 2007, situation similaire, fin de cycle, un huitième de finale Europe de Ligue des Champions à jouer. Et au final, ben moi, ce que je retiendrai de ce match surtout, c'est justement les valeurs de solidarité. Le match n'a pas été splendide, mais comme le dit Christophe, je pense qu'il faut nuancer et faire le lien entre deux mi-temps qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Il n'empêche que même quand c'était maladroit, j'ai quand même vu une équipe qui jouait justement en équipe. Et c'était un peu la crainte et l'appréhension qu'on avait ces derniers temps vu d'une certaine impression d'ambiance. Donc là, déjà, il y a eu l'esprit, moi j'ai apprécié. Et comme le dit Christophe, ouais, moi je ne vois pas un hold-up à partir du moment, on avait évoqué le somme des Belges, mais on est exactement dans la même situation que je me souviens de ce match de Coupe du Monde, c'est qu'à 1-0, si on suit ce qui se passe après, on est plus souvent proche du 2-0, avec notamment les deux très belles occasions de Bourak et les deux très beaux arrêts, parce que le gardien de Montpellier aussi en a fait des très impressionnants. Donc, ouais, au niveau du timing, je rejoins Christophe. Sur la première mi-temps, c'est peut-être pas un mal qu'on soit pas mené, mais enfin, c'est pas non plus un déluge, quoi. Et sur la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire sur le fait qu'on prenne les 3 points. Alors, on a déjà quelques auditeurs qui font quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, certains anticipent, on nous trouve très sérieux ce soir, je ne sais pas, peut-être le col roulé, je ne sais pas, la prochaine fois on mettra un nez rouge. Et puis, donc, alors c'est Capenoul qui nous dit ça, qui commence déjà à évoquer le match de Metz. Alors, Capenoul, on y reviendra très prochainement. Et il y a donc Laurent Hénon qui te souhaite un joyeux anniversaire, Georges, parce qu'on ne vous l'a pas dit, c'est le secret du soir, mais hier, ou ce matin, je ne sais plus d'ailleurs. Non, c'est hier. C'est hier. Hier, Georges a eu 25 ans. Voilà. Hors taxe. Hors taxe. C'est comme les buts quand Kel Beach, on ne compte plus. Voilà. Alors, Baptiste. Merci mon Lolo. Baptiste, en dehors des stats, est-ce que tu rejoins finalement l'avis des piliers? Est-ce que c'est plus une victoire méritée ou un hold-up que revendiquent les Montpelliérains? Ah bah oui, je suis entièrement d'accord avec Christophe et Georges sur ce match. Déjà, dans cette première période, alors on ne méritait pas non plus d'être mené, mais je pense qu'un 1-0-0, c'est une bonne opération. Il fallait réagir après le 5-12-1 quand même, il fallait avoir des changements forts. Lille alors c'était peut-être pas la réaction attendue, mais Lille a quand même réagi et les 3 points sont là, c'est le principal. On dépasse Montpellier, même si c'est pas une si bonne opération étant donné que tous nos autres concurrents directs ont gagné, à l'instar à part Rennes, tout le monde ont gagné. Et j'ai juste un petit mot à rajouter sur la composition, parce qu'on parlait avec Christophe, du coup, le 4-4-2, 5-3-2, 3-2-1, enfin, on ne sait plus quoi. Mais ce qui est assez bizarre, quand j'ai trouvé dans cette composition, c'est le cas de Diallo. Alors, on ne pensait jamais que Diallo allait être affiché à gauche. On pensait vraiment que c'était Goodmanson et que Bambor était un peu plus haut, mais finalement, avec ce 4-4-2, donc Diallo est défenseur gauche à ce moment-là. Donc Diallo, entre guillemets, dans son CV, est second arrière-gauche là. C'est pour moi, il a clairement dépassé Bradaric. Il est second défenseur central après donc José Fonte et Sven Botman. Ça fait troisième. Il est second arrière-droit. Ça fait troisième, c'est vrai. Mais pour moi, la paire ne fait qu'une. Excuse-moi de chipoter. La paire ne fait qu'une. Mais l'arithmétique est une science précise et exacte. Déjà, il n'est pas second, il est deuxième, parce qu'il y en a encore derrière. Ouais, absolument. Mais derrière, c'est Bradaric et j'allais en venir d'ailleurs. Après, c'est Jérémy Pied à droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour où Thiago Diallo se blesse, donc à gauche, donc on va devoir remettre Bradaric, qui ne joue jamais, si ce n'est en milieu gauche quand il joue contre Paris, enfin défenseur gauche, mais c'était lamentable. On met qui? On met Jérémy Pied à droite et en défense centrale, on met qui? Si José Fonte ou une Botman se blesse, on met qui? Sylvain Armand, il revient jouer. Moi, c'est une réelle question que je me pose aujourd'hui. C'est que Diallo, à force d'enchaîner les matchs, je suis sûr et certain qu'il va se blesser et on va finir par avoir une très 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 mauvaise surprise. J'en suis certain. Alors, Diallo, il joue moins que Fonte et Botman. Hein. Ouais, mais dans tous les cas, même si Fonte ou Botman se blesse, c'est vrai, mais même si Fonte ou Botman se blesse, ça va revenir au même. C'est qu'on va avoir Diallo qui va jouer et derrière, il y a un trou. Il y a Dabila, il y a Tcheka. Dabila est parti et ouais, il reste Tcheka. Dabila est parti. Il restera Tcheka. Il y a Maxime Walker, à la limite, en réserve, mais
C'est ça. Enfin, je Bon. jeune. Ouais. On ne va pas commencer à paniquer sur des hypothétiques blessures. Je vous propose de passer à la série des tops et des flops. Donc, quels sont vos tops et flops de ce match, tant pour le LOSC, mais n'oubliez pas aussi les Montpelliérains, qui, moi, m'ont un peu déçu sur ce match où, mis à part le gardien de but, donc Homelin et Savanier, qui étaient extrêmement dangereux, les autres étaient vraiment plutôt décevants. On parlait la semaine dernière beaucoup du Kiwai, que j'ai trouvé complètement à la rue. Et je l'ai refait une deuxième fois, c'est pour le cas où ceux de la semaine dernière n'avaient pas compris. Les Tourquinois qui Et donc, voilà, moi je les ai trouvés plutôt décevants, donc c'est vrai que c'est intéressant de les englober finalement dans ce top et flop. Alors, qui veut commencer? Christophe, alors, je te vois, tu es concentré, tu es prêt à nous donner ta liste, ta sélection. C'est ma caractéristique, la concentration. Non, le top, lillois, Tcheka. Et Tcheka, je mettrais un grand plus pour Tcheka parce que c'est quand même le joueur, il est écarté tout le temps. Et, enfin, depuis le début de l'année, il a du mal à trouver des minutes de jeu. Et là, je me rappelle, c'était quel match qu'il avait marqué déjà, où il avait déjà fait un match plein. C'était pas à Strasbourg, je sais plus. Je crois que c'est à Strasbourg. Et là, il a refait un match plein, mais plein d'engagement. Alors, bien sûr, il a raté, première mi-temps, il a raté ses transitions, c'était pas très abouti. Mais le mec, il joue 20 minutes, 5 minutes, 0 minutes. Enfin, voilà, là, il a joué un match entier. Et en plus, il marque le but. Donc, c'est vraiment le gros plus Tcheka. Après, je mettrais un plus aussi à Léo Jardim, qui est un gardien assez étonnant. Assez étonnant parce que assez fantasque, mais qui a fait vraiment le boulot. Un gardien qui a fait des plongeons, qui est allé chercher des balles en l'air, qui a repoussé la balle assez loin, puis qu'on sent à peu près concerné, quoi. Pas que le regard vide. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal pour un gardien. Et après, le reste de l'équipe, le gros flop, c'est David. Hein. C'est toujours David qui a du mal, qui ne revient pas, qui est resté. Merci Baptiste, Tcheka qu'on traîne. Et donc, il surveille. Hein. En arithmétique, il n'est pas bon, mais en histoire du foot, il est excellent. Il est excellent. Mais David, c'est un flop parce que David, il a du mal. Et il a vraiment du mal. Il fait depuis le début de l'année. Après, bon, il a fait je ne sais pas combien de kilomètres en très peu de temps, donc forcément, il est un peu usé. J'espère qu'il va revenir, mais je crois qu'il va revenir parce que de toute façon, c'est un très bon joueur. Et puis après, un plus aussi à Yilmaz pour sa rentrée. Parce que plein d'engagements, il aurait mérité de marquer. Enfin, je pense que même sur le deuxième but, au lieu de faire son lob, s'il centre, il y a but. Mais sinon, c'était satisfaisant. Après, comme gros flop, un petit flop aussi à André, parce que je trouve qu'André, il a du mal. Il a du mal depuis quelques semaines. Et là encore, il s'est énervé pour rien. Enfin, il n'était pas trop présent. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut qu'il revienne, qu'il soit plus calme, qu'il revienne à son niveau. Et voilà. Après le reste, Baptiste a parlé de Diallo, mais Diallo à gauche, tu peux même pas le juger, quoi. Il est un peu perdu, quoi. Il a vraiment eu du mal à se placer. Après, il a fini par se retrouver. Et en première mi-temps, la défense a été quand même un peu mal placée, quoi, un peu à la rue. D'ailleurs, les Montpelliérains avaient repéré le trou à gauche. Hein. Ils essayaient souvent de passer. Ils avaient vu qu'il y avait un problème là. Donc voilà. Voilà, c'était forcément un match un peu banc-ballon, un peu pas facile à aborder, mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas mis de l'allant et qu'ils sont pas allés et à la fin, avec ce résultat positif, c'est quand même une grosse satisfaction. Ça reste quinqué pour la suite. Alors, on a Damien Boone qui confirme que c'est bien Rennes. Hein, donc, je ne sais pas s'il était plus rapide que Baptiste ou non. On regardera le ralenti en fin d'émission. Et on a Capenoul qui renchérit en disant il manquait l'un des deux Wai. Donc, on l'a refait une troisième fois. C'est pour être sûr que tout le monde est bien en phase. Hein. Capenoul est en Bretagne, mais il connaît très bien Tourcoing. Donc, Georges, tu n'as pas parlé, par exemple, Christophe, des top et flop à Montpellier, des joueurs qui t'ont marqué? Ah, Montpellier, comment il s'appelle l'ancien Messin, j'ai oublié le nom.
c'est mes 5 milieu de terrain. Enfin, bon, j'ai oublié son nom, mais lui j'avais vu bien jouer à Ferry Nice. et Mollet. Mollet, voilà. J'avais vu faire un. Non, mais Ferry n'a pas joué à Metz. Hein. Ferry a joué à Lyon. À Lyon, ouais, c'est À vrai, Lyon. à Lyon. Ouais. Non, mais ouais, Mollet, j'avais eu. Enfin, je regarde très peu de matchs à part le LOSC, j'avoue. Hein. J'avais vu jouer un Nice-Montpellier où il avait fait un très bon match, où il était précis et tout. Et là, il n'a vraiment rien donné, donc pas très bon. Et le gardien, par contre, le gardien montpelliérain, je trouve qu'il était plutôt bon. Et je pense que Tcheka, il marque un but improbable parce qu'il la met sous le plafond de façon impressionnante. C'est inarrêtable. Bon, on aurait pu être au-dessus, hein, mais là c'est bien où elle est. Et sinon, le reste du temps, il a été quand même super bon, ce gardien. Et je l'avais déjà vu jouer une fois ou deux, mais très bon gardien. Alors, Mollet avait des circonstances atténuantes parce qu'il est meilleur en neuf, Mollet. Georges, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection? Quasiment la même. Moi, je mettrais quand même le Thiago Diallo de la deuxième mi-temps, que j'y trouvais pas mal du tout. C'est vrai qu'il a fallu le temps qu'il trouve ses repères, hein, le couteau suisse de la défense. Et puis revenir, oui, sur les deux, mais je crois que ça sonne presque comme une évidence, Tcheka. Tcheka, autant pour l'investissement et le mental, quoi. Je me dis que si on avait un joueur qui croisait le mental de Tcheka et le niveau technique de Sanchez, on aurait un monstre, quoi. Et ouais, il fait un match absolument plein. Enfin, et en effet, le mec, tu te dis, je connais plein de joueurs qui, à sa place, seraient actuellement au fond du trou, la tête dans le sac. C'est-à-dire qu'il était quand même relégué dans la hiérarchie quatrième, derrière les trois autres. Et il revient sur un match comme celui-là et il fait la preuve qu'il a toute sa place. Et enfin, je fais le lien aussi parce que je sais qu'il a un petit peu déclaré son amour pour le LOS. Donc, si on pouvait prolonger un Xheka, moi, je ne serais vraiment pas contre. Alors, Et justement, un Xheka avec ses qualités et ses défauts, parce qu'il est parfois un peu difficile à gérer. Il a pris plusieurs fois des sanctions disciplinaires, notamment par Galtier. Notamment, je pense à un déplacement au Parc des Princes l'année dernière. Est-ce qu'un Xheka, avec son tempérament, sa force, est-ce que ça pourrait pas être justement un homme de base de la future équipe? Vous savez, l'équipe l'année prochaine, quand tous nos joueurs vont partir, est-ce qu'il ne faudrait pas justement... Est-ce que ce n'est pas un des joueurs qu'il faudrait justement prolonger pour en faire une espèce de capitaine de route au milieu de terrain avec Benjamin André? Si. Moi, je pense hein, vraiment, parce que, ouais, il y a sans doute les défauts de ses qualités. Il peut être un peu impulsif en gain, mais en tout cas, moi, j'aime bien la mentalité, il est exemplaire, quoi. Et pareil, sur Jardim, finalement, moi, ce que je reprochais, plus que ses boulettes encore à Gardic, hein, c'est ce fait d'être constamment agrippé à sa ligne, ne jamais sortir et ne jamais soulager sa défense. Et je crois que c'est pas un hasard, c'est pas un hasard si on fait justement un premier clean sheet, parce que un gardien qui sort, d'une part, il soulage sa défense, mais il enraye aussi, pas que les occasions, il enraye aussi certaines situations. Donc, on se souvient de Maignan l'année dernière, c'était d'une utilité. Et là, je retrouve un gardien qui va au-delà de ses 6 mètres. Donc ça, je pense que ça fait un bien fou à l'équipe, ne serait-ce que pour ça, sans évaluer la qualité de l'un et de l'autre sur la ligne. Après, il a des arrêts, alors c'est vrai que des fois, c'est pas toujours très académique. Oui, parfois, on a l'impression qu'il a emprunté les gants de Gribic quand il fait ses arrêts. Ouais, non, mais il pousse, ça va plus loin. Ouais. Il y a... Bon, après, je pense qu'il y aura à confirmer quand même, hein, on n'est pas à l'abri. Mais je pense que c'est vraiment, moi, les 3 tops. Je voulais mettre quand même Diallo sur la deuxième mi-temps, même s'il a eu dur. Malgré tout, il a fini par s'adapter. On se rend compte qu'il a fait tout le spectre de la défense. Donc voilà. Et au niveau des flops, tu l'évoquais, je pense que le top, c'est côté montpelliérain, c'est le Savanier de la première mi-temps, qu'on retrouve flamboyant au niveau de ce qu'il est, c'est-à-dire un type qui aurait pu aspirer notamment une place en bleu si ça n'avait pas été autant bouché. C'est le Jonathan Klaus Montpellier. Voilà. Pour anecdote, Charlie a su le placer. Hein, sur Sylvain, si tu nous écoutes, on te fait un petit coucou. Ouais. Bon, sauf que, voilà. Et
Et puis, bah oui, par contre, le Savanier de la deuxième mi-temps, nerveux, emprunté. D'ailleurs, ça correspond peut-être aux deux rythmes. Voilà. Puis j'ai envie de dire au niveau du flop, bah ouais, c'est la deuxième mi-temps de Ferry, parce que Montpellier a un jeu bateau et ça se ressent quand Ferry boite, quoi. Oui, on la met à ton actif, celle-là. On la met à ton actif. On a Capenoul qui réagit sur. Alors, il cite en top Jardim, Xeka, donc ce qu'on a déjà évoqué. Il évoque en flop David et Goodmanson, qu'on n'a pas encore parlé, mais il est beaucoup repris sur les réseaux sociaux comme étant un flop. Et il rebondit également sur Botman était tellement habitué à voir Gribic sur sa ligne qu'il a pris Jardim en plein dans le buffet lors d'une action, en fait. Et ceci explique peut-être cela. C'est vrai que ça lui a fait drôle de voir un gardien qui sort. Enfin, la sortie est un peu spéciale aussi, quand même. Est-ce que, Baptiste, tu peux nous faire part de tes tops et tes flops et réagir, notamment par rapport à ces différents commentaires? Ouais, bien sûr. Bah, au niveau des. D'ailleurs, je vais réagir sur tout à l'heure. On parlait un petit peu d'un flop. C'est Christophe qui disait ça par rapport à Benjamin André. En raison de trop de cartons jaunes, celui-ci sera suspendu pour Lille, pour Lyon, Lille plutôt que Lille-Lyon. Donc, il sera suspendu pour le déplacement à Lyon. Au niveau des tops, ben, je dirais Jardim, bien évidemment, parce que alors c'est vrai que son match n'a pas non plus été royal, mais il nous sort une belle parade sur une reprise de volée d'un Montpellierin. Je ne pourrais pas vous citer le nom, mais il l'arrête, entre guillemets. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas fait Gorbic? Et après, il y a Jardim est dans l'équipe type de l'équipe cette semaine, avec une note de 7,5, je pense. de 7. Il m'enlève les mots de la bouche, il est vraiment trop fort. Ah, désolé, je ne voulais pas te couper cet effet. Non, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il y a Sheka aussi, un top qui lui n'est pas dans l'équipe type. Mais d'ailleurs, on parlait d'ailleurs de la prolongation de Sheka. C'est vrai que ça pourrait vraiment être pas mal, hein, parce que honnêtement, quand vous avez Benjamin André qui n'est pas dans son assiette actuellement, je ne le trouve pas aussi fort qu'avant. C'est vrai que voilà, Sheka, ça pourrait être une solution. Après, tout dépend le système de jeu. C'est vrai que c'est assez difficile de jouer encore dans un 4-4-2 avec deux numéros 6. Mais ça, c'est une autre. Il faudrait peut-être téléphoner à notre ami Franco pour savoir s'il connaît le manager de Xeka, pour savoir quel est le prix de la prolongation de Xeka. Ça nous permettra de nous faire une idée tout de suite sur la possibilité ou non de le prolonger. Alors, sachant qu'il a un très bas salaire selon certaines sources au LOSC. On est un peu dans le même contexte que pour Renildo. Hein. C'est à peu près la même situation. Ouais, après, l'âge est différent quand même. Je pense que Sheka, dans un club, alors il faudrait que je retrouve son âge, mais ne peut pas espérer. Il a que 27 ans, mais. J'allais dire, il n'y a pas 30 ans. Hein. Je le pensais vraiment avoir 32, donc. C'est pas mon soir. Mais ouais, je le pensais plus vieux, mais bon, pas grave. Tu confonds avec Fonte? Ah ouais, peut-être, ouais, les deux sont. Enchaînons. Ouais, on va enchaîner parce que sinon. Donc, tu parlais des flops, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, au niveau des flops, il y a David qui a perdu la moitié de ses duels disputés. Il a perdu 11 ballons sur 35 exploités. Donc, c'est vrai que c'est dommage pour un talent comme lui. On sait que à la mi-saison, il était quand même il était premier au classement des buteurs. Et là, maintenant, toujours à 12 réalisations. Mbappé l'a égalisé à 12 réalisations. Et maintenant, c'est Wissam Ben Yedder qui a 14. Alors, certes, Wissam Ben Yedder, parmi ses 14 buts, a au moins 7 ou 8 pénaltys. Mais bon, il est toujours premier. Et au niveau des tops et des flops du côté de Montpellier, il y avait Jonas Omlin et TJ Savanier qui sont très forts. Alors, un petit flop pour TJ Savanier en fin de match, franchement, ça a poigné avec Shaker, franchement, c'était nul. Clairement, il ne sait pas se battre. Mais bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je voulais réagir du coup par rapport à ce qu'avait dit Georges sur Jardim, qui fait énormément de bien au LOSC par rapport à ses sorties. Franchement, c'est bien parce qu'aujourd'hui, je pense que les gardiens, ils doivent être multitâches. On sait que, alors, je vais peut-être m'avancer, mais le meilleur gardien de Ligue 1 actuellement, il s'appelle Paolo Lopez. Et pourtant, il n'a pas énormément de tirs subis, mais ce qui est très important, je voyais Marseille-Metz, d'ailleurs, notre prochain adversaire, et je le voyais limite monter au milieu de terrain. Il y avait vraiment une défense à 3 avec William Saliba, ça devait être Khaled Tachar en défense. Il y a vraiment Paul Lopez qui était en 3 avec un triangle. Donc, c'est très important d'un gardien qui soit multiniveau. Et donc, c'est très important pour Jardim
qui revenait d'ailleurs très bien après son dernier match face à Nice, je crois. Donc, c'est très important. Et puis, maintenant, on a 2 gardiens de haut niveau. Alors, lequel sera aligné prochainement? Est-ce que Ce entre sera le guillemets, débat dans 2 minutes. Dans mais deux voilà, minutes. je t'offre Mais une avant, transition parfaite là. mais avant, je voulais quand même vous signaler que aucun d'entre vous n'a mis dans ses flops l'arbitre. L'arbitre Ah du non. match qui On, était, on a les 3 points, on le prend bien. qui a été décrié à la fois par les Lillois et par les Montpelliérains. Donc, elle a fait l'unanimité. Donc, Stéphanie Frappard. Comment vous avez trouvé son arbitrage? Moi, j'étais un peu surpris parce que d'habitude, je la trouve pas si mauvaise que ça. Et là, j'ai l'impression elle a complètement perdu le match en fin de deuxième mi-temps, à partir du moment où il y a eu le penalty qui a été invalidé par la VAR, justement d'ailleurs, parce qu'il y avait jamais de Bon, penalty oui. sur cette action. À Ouais. partir de ce moment-là, elle a complètement perdu pied et la fin de match était vraiment grotesque. Comment vous analysez cette situation? Ben, moi, ce que Georges? je voudrais dire quand même à son corps défendant, et je pense que pour une fois, je dois avouer que la VAR a été super fonctionnelle parce qu'au final, à vitesse réelle, je comprends qu'elle puisse siffler pénalty parce qu'on a vraiment une impression dans le mouvement qu'André emporte le ballon avec le bras. Et il faut vraiment un ralenti pour qu'on voit vraiment que ça tape l'épaule et qu'à part se faire amputer le bras, je ne vois pas comment il pouvait l'éviter. Donc, je pense que sa décision, même si forcément ce n'est pas la bonne, elle est compréhensible. Le fait qu'elle revienne sur la décision, alors, pour anecdote, oui, en théorie, il y avait un corner pour les Montpelliérains, mais comme elle avait sifflé le penalty avant, c'est un point de règlement tout bête, mais il y a une balle à terre, quoi. Peut-être, seul truc qu'on pourra lui reprocher, c'est de l'avoir sifflé trop tôt, quoi. Mais après, bah ouais, le match pourrit un peu. Alors, peut-être qu'en première mi-temps, il était un peu rapide sur les cartons dans un match qui n'était pas, Le match n'était pas très violent et elle a voilà, distribué pas beaucoup de très cartons pour violent. des Voilà. actions qui Les étaient quand même assez anodines. cartons sont arrivés assez vite. Mais moi, je ne peux pas la placer en flop parce que je pense qu'au final, même si elle a eu comme ça des petits ratés, ça n'influe pas sur le résultat final. C'est pas l'arbitre n'a pas faussé le match à partir du moment où le penalty n'est pas sifflé, il n'y avait pas penalty. Je vois pas, je la mettrais pas en flop, mais c'est sûrement pas le meilleur match qu'elle ait réalisé cette saison, quoi. Alors, les Montpelliérains critiquent également un autre fait de jeu où ils réclament un penalty, mais qui pour moi est un peu une action similaire à celle où elle siffle dans un premier temps. Le ballon arrive directement sur l'épaule, il n'y a pas de geste. Pour moi, il n'y a pas de faute. Christophe, tu en penses quoi de cet arbitrage de Stéphanie Frappard? Moi, je pense qu'elle a le syndrome Turpin. C'est-à-dire que moi, je me rappelle Turpin, quand il est arrivé en Ligue 1, pendant 1 an ou 2, il était super. Il parlait avec les joueurs, il était cool et tout ça. Et là, ce coup, c'est devenu un petit sergent un petit sergent de brigade qui voulait absolument s'imposer, qui foutait des cartons à tout le monde. Et je ne sais pas si c'est une consigne au niveau des arbitres. J'en ai déjà parlé ici. Et les arbitres, vous prenez les arbitres au niveau national, ils sont peut-être meilleurs que la Ligue 1. Il y a un problème. Et là, on a trouvé une Stéphanie Frappard qui est complètement énervée, quoi, qui passait son temps à mettre la main à la poche en disant si tu me parles, t'as un carton, si tu me parles, t'as un carton, si tu me parles, t'as un carton. Il n'y a pas de communication avec les joueurs. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Si le mec il approche, il se prend un carton jaune, donc il ne revient pas demain. Et une comparaison, j'ai déjà pris 1000 fois ici, mais vous regardez le rugby, l'arbitre il arrive, il parle au joueur, il dit écoutez, ça s'est passé comme ça se passe comme ça, machin, voilà. Si vous voulez discuter, vous êtes dehors. Mais si vous voulez discuter, vous êtes dehors. Mais il a expliqué la chose avant. Là, on a l'impression que si vous regardez les images, dès que quelqu'un approchait d'elle, elle mettait la main à la poche en disant approche pas, sinon. Elle n'était pas comme ça avant. Elle n'est pas comme ça avant. Elle a changé. Donc, c'est bien les conseils arbitrales qui sont merdiques et c'est bien notre arbitrage national qui est complètement à chier et qui est reconnu à l'international parce qu'on n'a plus jamais d'arbitre dans les compétitions internationales parce que tellement on est nul. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème d'arbitrage en France et que Stéphanie Frappard, qui était une bonne arbitre, est devenue une mauvaise arbitre, malheureusement. Baptiste, alors, est-ce que pour toi aussi, Stéphanie, elle a changé? Stéphanie a changé. Moi, je vais appuyer un petit peu sur ce a dit Christophe et en parlant d'un reportage qu'a réalisé la chaîne Amazon sur un autre arbitre. Donc, ça, c'était Jérémy Spinel, alors un arbitre français lors de OM Angers. Et pour faire la comparaison entre guillemets avec ce qui s'est passé avec Stéphanie Frappard, on voyait énormément Matteo Guendouzi qui est la ruée de tous les clubs
hors OM, hein, on sait que voilà, c'est simulation à tout va, etc. Et il parlait beaucoup avec Jérémy Stina. Alors, bon, le score s'est montré favorable à partir de la 30e minute pour Marseille, mais Jérémy Stina avait l'air quand même heureux, avait l'air voilà, sympathique avec les joueurs de l'OM. Et même lors d'une grosse faute où Stéphanie Frappard aurait peut-être mis un jeune comme à chaque fois où Savanier est tombé, lors d'une grosse faute d'un Marseillais sur un Angevin, eh bien, celui-ci a même rétorqué il l'a pas fait exprès, c'était pas dans. Donc, quand même, un arbitre qui dit il l'a pas fait exprès, c'est pas grave. Ça m'avait plutôt choqué. Donc, c'est vrai qu'il y a un réel problème d'arbitrage en France où les arbitres sont même pas sur le même piédestal. Parce que quand vous voyez une arbitre comme Stéphanie Frappard là-dessus qui va siffler des jeunes à tout va sur TJ Savanier et un arbitre comme Jérémy Stina qui avait l'air, alors peut-être que c'est une exception parce qu'il y avait un micro sur lui, mais quand même, avait, à l'exception d'autres arbitres, était vraiment hyper gentil. Il n'avait pas distribué énormément de cartons lors de ce OM Angers. Donc, c'est vrai qu'il y a un réel problème d'arbitrage en France. Et moi, j'attends une seule chose, c'est que l'arbitrage soit sonorisé vraiment, parce que ça peut rapporter un vrai plus. Et ça va aider énormément à comprendre déjà pourquoi Benjamin André est exclu contre l'OM ou encore avec ses jaunes à tout va contre, par exemple, notre adversaire qui était Montpellier. C'est vrai qu'on avait entendu, je crois que c'était sur France Bleu, ils avaient diffusé des extraits d'un match où il y a eu un test sur la sonorisation des arbitres. Et en tout cas, c'était très enrichissant, c'était très intéressant. On avait à la fois les explications de l'arbitre, on avait les cris des joueurs, les réclamations. C'était très drôle à entendre a posteriori, en tout cas. Donc, je pense que c'est une expérience à renouveler. Alors, parfois, il suffit d'un huis clos avec Jean-Louis Leca. Hein, il y a aussi le Brest-Paris qui joue quasiment à huis clos, où Mbappé il est à l'arbitre, t'es nul, tu comprends rien, t'es vraiment à chier, et qui reste sur le terrain. Voilà, il n'y a pas de problème. Au rugby, il est 6 mois SQ, mais au football, il reste sur le terrain, il n'y a rien. Voilà, ça interroge parce qu'on l'évoquait quand même ici, après le rouge d'André, où on expliquait qu'il y avait de nouvelles consignes. Hein, pour le coup, il y a quand même eu des nouvelles consignes, disait le jaune à chaque contestation. Et j'ai vaguement vu... Oui. Allô? Ouais. Et voilà, nous avons été piratés par l'UEFA qui refuse la concurrence avec le match PSG Real de Madrid. Donc, on est. Ça doit être comme en streaming. Hein, oui, il ne fallait pas nous supprimer. Nous, on a le droit. On ne bafoue aucun droit de télé. Alors, je ne sais pas si on. Ça va, je pense qu'on est toujours en direct. Tout est bon, tout est bon. Donc voilà, on a fait un tour de passe-passe. On a évoqué Montpellier. Et au moment où on allait aborder le premier débat de la soirée, la première question, qu'est-ce qu'on fait avec le gardien? Est-ce qu'on poursuit avec Jardim ou est-ce qu'on remet Grbić, notamment en prévision de la Ligue des Champions? Alors avant de vous poser cette question, je voulais revenir sur un point technique. La semaine dernière, on avait constaté que Jardim n'était pas sur la liste des joueurs inscrits par le LOSC début février pour la Ligue des Champions. Après une enquête très approfondie et puis surtout un échange avec le petit Lillois qui a super bien travaillé sur le sujet, qui a trouvé l'explication avant même tout le monde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un point de règlement qui est l'article 46.04 de mémoire du règlement de la Ligue des Champions qui prévoit que vous pouvez sortir du groupe un gardien de but blessé notamment sur le long terme et le remplacer par un autre. Et ce gardien de but blessé peut revenir à tout moment dans la compétition à partir du moment où l'annonce se fait 2 jours avant le match dans lequel il doit rentrer. Et en fait, l'information qui avait échappé à tout le monde, c'est que Jardim était bien dans le groupe initial de la Ligue des Champions, les joueurs inscrits pour la Ligue des Champions par le LOSC, et en fait, il en était sorti, remplacé par Jakubec, uniquement parce qu'il avait été blessé. Et cette sortie du groupe lui permet maintenant de revenir à tout moment en Ligue des Champions. Donc, ça veut dire qu'en théorie, il peut très bien être réinscrit pour le match de Chelsea. Donc, ça veut dire que le LOSC sortirait Jakubec et remettrait Jardim pour le match de Chelsea. Donc, l'option
Jardim est une option qui est envisageable, à moins que Gourvenec garde Jardim pour le quart, les demi ou la finale. Ça, ce sera quelque chose. Donc voilà. Que pensez-vous donc de cette question, de ce débat? Qu'est-ce qu'on fait pour Metz? Est-ce qu'on laisse Jardim ou est-ce qu'on remet Grbić, en sachant que vraisemblablement, le joueur qui sera titulaire contre Metz le sera également contre Chelsea à l'occasion du match aller, du match retour. Alors, qui veut commencer? Georges. Je trouve qu'à partir du moment où Jardim, au vu de la prestation de Jardim à Montpellier, il y a une incompréhension à ne pas le mettre. Et je vous dis, moi, je pense aussi à ce que ça soulage défensivement, à ce que sa présence amène et qui manquait singulièrement. Donc, moi, je ne comprendrais pas de revirer Jardim maintenant. Moi, j'espère le voir titulaire face à Metz, qui puisse aussi confirmer, parce que c'est pas tout de faire un bon match, qu'il puisse confirmer. Et à partir de là, si la prestation qu'il fait est au niveau de celle qu'il a fait contre Montpellier, je vois pas de raison qu'on ne le titularise pas, quoi. Christophe, Grbić avait fait des prestations plutôt convaincantes en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu fais en prévision du match de Chelsea? Tu maintiens Jardim ou tu remets Grbić? Il y a un point de règlement qui me semblait que si on jouait le huitième de finale aller sur un premier quartier de lune, on pouvait mettre le gardien de l'année d'avant. Alors que peut-être qu'il faudrait y penser. Mais uniquement s'il parle lituanien. Ah merde, ça c'est joué à rien. Ah ouais, tu dis pas les interlignes, c'est pas bien. Non, c'est ça. Le contrat, c'est compliqué. Non, mais Grbić, depuis le début de l'année, il allait mieux. Franchement, il allait mieux, c'était plutôt pas mal. Il y a le petit Gabriel qui était venu au bistrot des enfants, qui avait dit pour Noël, je voudrais que Grbić, il ait des mains. C'était plutôt pas mal, ça allait mieux. Mais vu le match qu'il a fait contre Paris, c'était quand même un désastre. Et on en a parlé entre nous, mais il y avait plusieurs solutions. Mais la solution de dire je remplace Grbić au match d'après, ça veut dire quand même que tu te coupes de Grbić. Parce que si tu fais jouer le match d'après en disant ok, tu as raté ton match, on te fait confiance, maintenant cette fois-ci tu y vas, là tu le remets en confiance et tu mises sur lui. Maintenant, si tu as dit le match d'après, tu as changé de gardien, je pense que si le gardien que tu as mis à la place, il a fait un putain bon match, et là c'est le cas, eh ben, je pense que tu ne peux plus t'en couper. Enfin, tu es obligé. C'est une option. Et là, je pense qu'il va jouer contre Metz. Et alors après, il pourrait y avoir aussi un désastre contre Metz. Et dans ce cas-là, on serait bien emmerdé parce qu'on devrait mettre Diallo dans les buts. Mais donc là, il n'a pas encore évolué à ce poste. Non, c'est vrai. Il reste encore une possibilité. Mais non, mais je pense que c'est vraiment. Voilà. Maintenant, à partir du moment où on s'est coupé de Grbić en disant voilà, on ne te fait plus confiance. Quoi. Quelque part, on ne te fait plus confiance. Et même moi, quand je l'ai vu s'échauffer quand Jardim était à terre, j'étais avec mon fils dans la voiture, on s'est dit merde, il s'échauffe, merde. Tu vois, on était quand même. Voilà. Il s'est un peu coupé de ça et je pense que Jardim jouera les deux matchs. Baptiste, Jardim ou Grbić? Pour moi, c'est assez compliqué parce que veut dire l'absence de Grbić face à Montpellier? Est-ce que, comme le dit Christophe, c'est entre guillemets, voilà, je ne vais pas dire une passation de pouvoir, mais une non-confiance de la part de Gourvenec et aussi du vestiaire, parce que je pense clairement que le vestiaire a son mot à dire dans ce mot et dans cette info de l'histoire, ou est-ce que c'est plus entre guillemets une sanction, ou comme l'avait dit Jules la semaine passée, où il y a un article qui était sorti sur l'équipe où Grbić n'allait déjà pas bien avant le match de Paris. Alors je ne pourrais plus vous redire les termes de cet article, mais en tout cas on savait qu'il allait pas bien. Donc pour moi, je vais continuer avec Léo Jardim, étant donné qu'il ne m'a pas déçu sur ce match. Il a même d'ailleurs été très bon face à Montpellier. Et comme le dit Georges, il faut confirmer. Pour moi, il sera titulaire face à Metz et titulaire face à Chelsea. Après, il y aura un match face à Lyon. Ce sera toute une autre histoire, en espérant qu'il confirme. Maintenant, le seul dernier problème qu'on a, c'est qu'on garde. Donc, on a Grbić en deuxième, mais quel mot fait-on passer à Léo Jardim, qui va donc être premier pendant une durée de 4 mois et qui après sera soit vendu normalement, parce que entre guillemets, comment dire à un gardien, bah écoute, t'es notre bouche-trou parce que Grbić est pas fou, et après t'es notre bouche-trou parce que bah t'as Lucas Chevalier qui pourra pas venir. Donc c'est vrai que c'est quand même un message bizarre. Je sais pas comment le LOSC va gérer la situation de Léo Jardim. En réponse à partir de cet été. Alors,
Capenoul nous fait remarquer que Jardim a un avantage aussi. Il connaît très bien Stamford Bridge parce qu'il avait remplacé Maignan en fin de match sur le terrain. Alors, la coupure Internet nous a fait perdre quelques commentaires, notamment de Capenoul sur Stéphanie Frappard. Hein. Donc, il est un peu dans le même esprit que nous, hein, en disant qu'elle ne sait pas tenir un match, elle a trop laissé jouer, elle a sanctionné par des cartons, des fautes qu'elle ne sifflait pas avant. À sa décharge, quand tu as Ferry et Savagnier d'un côté et Zeka et André de l'autre, c'est compliqué. Et puis surtout, au début, il y avait un respect des joueurs parce que c'était une femme, et puis maintenant, les joueurs, ils n'en ont plus rien à faire. Quoi. Donc, elle est rentrée dans les mœurs. Hein. Voilà, donc je vous propose, il est déjà 21h20. On craignait de ne pas avoir grand-chose à dire sur cette victoire du LOSC à Montpellier. Finalement, on était extrêmement bavard. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, sur la route du LOSC se dressent les Messins. Avant ça, c'est l'heure de la question de la semaine, la question du bistrot. Je l'avais dit, c'est une question qui est extrêmement difficile. Donc, je demande aux internautes qui sont nombreux connectés sur le direct de l'émission de se tenir prêts à répondre à cette question extrêmement technique qu'on va dédier à la Saint-Valentin. Donc, c'est la Saint-Valentin. Donc, on vous propose d'inviter votre dulciné et eux ou à un match, à un magnifique match, le retour de Fred Antonetti au stade Pierre-Mauroy en tribune active, un moment que personne ne voudrait rater vendredi soir. Pour ça, il suffit de répondre à une question. Le premier qui répond à la question remporte les 2 places pour Lille-Metz. La question, elle est très simple, mais à la fois très compliquée. Donc, attention, vous êtes prêts? Je la pose. 1, 2, 3. Qui veut des places pour Lille-Metz? Le premier qui répond remporte les 2 places. C'était sûr. On sent que tu as bossé ton sujet cette semaine. Ouais, mais si on ne met pas un peu de sérieux dans les questions, on perd toute crédibilité. C'est pas normal. À la Saint-Valentin, c'est moi et moi, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, sur la route du LOSC se dressent maintenant les Messins. Prochaine journée du championnat qui opposera le LOSC, on l'a vu, 10e, c'est ça, du classement, si je me rappelle bien, à un Metz qui est 19e avec 20 points. Donc à égalité avec le dernier Bordeaux, donc ils font partie du groupe Eto avec 4-5 équipes qui vont se disputer les places de relégables et la place de barragiste. Qu'attendez-vous de ce match contre le 19e? Ne serait-ce pas un match piège alors que le LOSC doit absolument confirmer s'il veut rester dans la course à l'Europe? Qui veut commencer? Christophe. Un match piège, disons qu'on a une victoire, mais on a 2 défaites avant, donc après une belle série. Donc je pense qu'on n'est pas super serein. Donc si on avait 18 victoires d'affilée, je pense que c'est un match piège. Là, c'est pas un match piège. On s'attend à ce que ce soit compliqué. Et je pense que Gourvenec va commencer à refaire tourner pour préparer son match Chelsea. Donc, on devrait commencer à revoir d'autres joueurs. Et Metz, il faut dire que depuis le début de l'année civile, ils font des bons résultats. Hein, même s'ils gagnent, et même s'ils perdent, ils perdent de peu et ils font des bons matchs. Donc, je pense que c'est un bel adversaire. Et j'espère qu'on aura des joueurs concernés et qu'on va maintenir. Là, ce qu'on a vu, le match contre Montpellier, on a vu que Tcheka était concerné. Pour moi, il faut le laisser dans le groupe. Et il faut le laisser dans le groupe. Il faut laisser d'autres joueurs dans le groupe. Peut-être trouver une place aussi pour Diallo. Peut-être que c'est Diallo qui peut jouer à droite à la place de Tchelik. Enfin, il faut trouver les joueurs qui sont motivés pour préparer le match de Chelsea et donc avoir une équipe concernée. Et moi, je pense qu'on ne va pas le prendre ce match à la légère et que ce match, je pense qu'on le gagnera parce qu'on aura mis les arguments et que l'équipe est un peu comme disait Georges tout à l'heure. Hein, l'équipe, elle est pas abattue, elle est pas après ce désastre contre Paris, elle s'est montrée en vraie équipe, en guerrière. Et je pense que c'est des vertus qu'on va remontrer contre Metz et ça va nous aider à nous préparer contre Chelsea. Quoi.
Alors Baptiste, est-ce que tu es du même avis ou tu crains ce match contre une équipe qui a une réputation de savoir mettre le bus, voire savoir mettre le bus avec des parpaings tout autour, et un type de jeu où les Lillois ont toujours un peu de difficulté à se confronter? Bah déjà, oui, quand tu parlais de bus, c'est vrai que cette équipe, souvent, elle joue en 5-3-2, elle joue souvent à 5 derrière. Alors, certes, avec un Fabio Santos qui est limite ailier droit, mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue le bus avec un Frédéric Antonetti en tant que coach. C'est une équipe qui est, je pense, assez fort contre les forts. On l'a vu, bah, on a vu le match face à Metz ce week-end où ils ont loin été, ils n'ont pas du tout été ridicules. Ils font des bons matchs, genre, voilà, contre des forts. On le voit, alors ils perdent contre Nice 2-0, mais après ils font un partout contre Lyon. Alors c'est une équipe souvent qui ne fait pas de résultats contre les gros, mais qui cherche quand même le match nul, le point. En novembre, il y avait ce 0-0 contre Marseille. Donc c'est qu'une équipe aussi qui est assez irrégulière dans le jeu, mais il va falloir vraiment être très intéressant, confirmé. Pour moi, il faut vraiment obtenir des points, parce qu'en cas de victoire, on serait à 38 points. Alors, il y a des concurrents qui vont d'ailleurs se jouer entre eux. Il y a Nantes qui va jouer face à Paris. Donc, on pense que Nantes devrait malheureusement perdre. Il y a Lens-Lyon aussi. Donc, pourquoi pas laisser des points du côté de ces équipes. Il y a Nice-Angers. Donc, c'est le moment vraiment d'attraper des points là où d'autres vont en perdre et tenter vraiment, si notre objectif cette année, c'est la place à l'Europe, bah, il va falloir commencer par cette victoire face à Metz et pour accrocher les places européennes. Alors, Georges, comment tu le vois, toi, ce match contre des Messins bien décidés à ne rien lâcher? Ben, en fait, la question, est-ce que ce match me fait peur? Ben, un petit peu comme tous les matchs cette saison, ça me fait peur, mais avec quand même ce facteur science, se dire aussi, pas oublier que c'est la grande répétition, à l'image de ce qu'on disait de Jardim, c'est la grande répétition avant le grand acte de la semaine prochaine à Chelsea. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément à y gagner. Euh, Moi, je pense qu'on arrive à un moment aussi où ça concerne un petit peu enfin, des joueurs qui sont plus questionnants au niveau du mental. Hein. Je pense à Sanchez, qui a souvent enfin, finalement des anticipations de blessures qui empêchent de jouer. Je pense que là, on a vu qu'on pouvait avoir un groupe solide. Je pense aussi à un Bourak qui est revenu. Moi, ces 10 dernières minutes m'ont vraiment rassuré sur potentiellement ce qu'il est en mesure d'amener. Donc, moi, je pense qu'ils ont pas. Il y a beaucoup de joueurs sur ce match-là qui n'ont pas intérêt à se rater. Parce que ils vont jouer leur place, je pense. On voit que ça se bouscule derrière. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura, d'une part, on l'a vu contre Montpellier, il y a une implication de groupe. Il n'y a pas de raison que l'état d'esprit change sur ce match-là, parce qu'on est encore avant la grande échéance. Donc, de ce point de vue-là, même si ça me fait peur, ça me fait quand même un peu moins peur que d'autres matchs comme ça, improbables, qu'on jouait contre des équipes de bas de tableau en retour de sélection. Alors, on a une bonne réponse à la Ah, question du bistrot Pas d'Allelos, évident. qui, je vous rappelle, était qui veut une place pour aller voir, qui veut deux places, pardon, pour aller voir Lille-Metz. Euh, Chapeau artiste. Capenoul a brillamment répondu, sa réponse est moi. Chapeau. Ah, ah, on aurait préféré nous, hein, mais moi, ça marche Ouais. quand même, on prend la question. Par contre, Ou mi pour Caponi. ou mi, effectivement. J'ai l'impression d'être dans un film des Monty Python. Mi, mi. Donc, alors, Capenou, par contre, ni, oui. est-ce que tu es dans la région? Parce que je sais que enfin, Capenou est dans l'ouest de la France. Donc, si tu es dans la région, bah, il laisse la place au deuxième. Donc, je repose la question. Qui veut des places? Ah, je peux la poser 10 fois, sa question. Moi, je réponds Capenoul. Qui veut des places pour le match Lille-Metz de vendredi soir? Je réponds Capenoul. On va les refourguer, on va faire un quart d'heure dessus, mais on va les refourguer, ces places. Donc, du coup, j'ai perdu mon fil. Alors, voilà, je voulais vous poser une question pour relancer sur ce Lille-Metz, avant de vous demander vos pronostics, parce que les pronostics arrivent déjà sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas que ce match
est vraiment le plus mal placé à 4 jours du choc contre Chelsea. Est-ce que même si les joueurs, le staff s'en défend, est-ce que les joueurs n'auront pas la tête au match de Champions League, la crainte de la blessure, la concentration pas tout à fait là est-ce que ce match ne tombe pas au pire moment? Baptiste. Bien sûr. Maintenant, on fait quoi? On décale le match contre Metz. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un match face à Metz à jouer et on a de la chance déjà de le jouer un vendredi par la LFP parce que j'aurais été capable de nous le foutre le samedi à 21h. Donc, déjà, merci beaucoup à ça. On n'a pas trop de choix. Alors, certes, les joueurs vont être assez stressés par rapport au risque de blessure, mais il faut tout jouer parce qu'on sait très bien, alors, même s'il y a encore des espoirs que Lille ne gagnera pas la Ligue des Champions et que le seul moyen Quoi? ouais, c'est vrai qu'il y a encore des buts. Je t'interdis de poser de telles affirmations au vice-pro d'Alelos, que ça ne se fait pas. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Faux supporter. C'est vrai. C'est vrai, non, mais du coup, c'est vrai que, hormis cette possible qualification en Ligue des Champions par le fait qu'on va la gagner, c'est vrai qu'il y a cette place aussi en Europe qu'on va devoir acquérir seulement par le championnat. On est éliminé de la Coupe de France et donc c'est le seul moyen de se qualifier. Enfin, je vais réagir juste à un moment où Georges dit voilà, qu'il avait un petit peu peur par rapport à Metz, etc. Bah, dans tous les cas, de toute façon, il a peur de tous les matchs, c'est normal, puisque le seul adversaire du LOS cette année, c'est nous. Et que forcément, on a moins peur face à Paris parce que Lille est fort contre l'effort. Voilà, donc Lille, son seul adversaire sera Lille. Donc c'est vrai qu'il va rester encore une dizaine de matchs Lille contre Lille parce qu'honnêtement, si Lille joue le jeu qu'ils sont capables de jouer, ils peuvent. Mais alors, battre toutes les équipes, même Chelsea, on les bouffe si jamais Lille joue son meilleur jeu. Les réseaux sociaux sont très actifs. Frédéric, qui te trouve bien négatif, Baptiste. Donc, tu vois, nous ne sommes pas les seuls à croire aux chances du LOSC en Ligue des Champions. Et on a une deuxième bonne réponse à notre jeu concours. Vraiment, je suis épaté par tant de culture lossiste. C'est Tom Rabel qui nous donne comme réponse « moi ». Eh bien, on valide la question. Tom, on prendra contact avec toi si tu es disponible vendredi soir, bien sûr, avec ta dulcinée, un ami, un copain, un chien s'il a le pass sanitaire. Tout le monde sera le bienvenu en tribune active. Donc, on garde le contact en message privé. Et par contre, fais-nous un petit signe si tu n'es pas disponible. On remettra la place en jeu et on reposera une question. fois Qui veut de place? Alors, le Capenoul qui confirme, Baptiste, que le LOSC peut être européen en gagnant la Ligue des Champions. Donc, mais tu l'avais sous-entendu. Voilà, donc Christophe et Georges, vous voulez rebondir sur ce placement du match? Vous ne craignez pas justement qu'au confins du calendrier entre le match de Montpellier et surtout à 3 jours de Chelsea, ça ne représente pas un danger supplémentaire pour le LOSC? Non. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais comme je le disais, si j'en dis dans une série de matchs, 18 matchs invaincus, j'aurais craint. Mais là, non, on vient juste de se remettre de cette des parodies de match contre Paris et la défaite précédente à Brest. Et donc là, je pense qu'on n'a pas d'acquis, quoi. On a juste reconstruit une équipe, bâti une équipe temporaire, je veux dire, pour gagner à Montpellier. Ça a marché. Là, il faut revoir l'équipe pour préparer Chelsea. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui est en position de confort là-dedans. On parle du gardien. Bon, après, bien sûr, il y a Frank Botman, ça c'est la base. Mais après, à part ces deux-là, je veux dire, à la limite, il n'y a personne qui est en position de confort. Et donc, moi, je trouve que c'est pas mal de jouer Metz. C'est pas trop fort. Sinon, ce ne serait pas 19e. Et il faut se replacer, il faut se remettre en cause et jouer. Et la pire des choses quand on a une échéance importante, c'est de jouer que le frein à main. Parce que là, on est sûr de se blesser. Donc là, il faut jouer et puis gagner ce match et puis du coup se remettre en confiance pour Chelsea. Donc non, c'est bien. Ce match-là, c'est bien. Je préfère ça que d'avoir un gros match à jouer juste avant une échéance importante. Georges, tu es du même avis? Ouais,
Ouais, je dois rajouter aussi, moi je pense vraiment que c'est aussi l'occasion de, justement, à l'instar de Xeka, de faire un match, le match des vrais revanchards, enfin, de ceux qui ont quelque chose à gagner dans l'échéance de la semaine prochaine. Il y a sûrement des joueurs, on parlait de Xeka, je pense aux petits jeunes qui jouent sur les côtés, Liadj et Gomez, qui ont peut-être un coup à faire et qui savent que si contre Metz, si ça va être percutant, et Timothy Weah, il y a quelque chose à gagner. Donc je pense que c'est peut-être pas, par exemple, un match pour Sanchez. Qui risquerait de s'incarner un ongle ou de se faire un truc un peu violent comme ça, mais c'est peut-être l'occasion justement de laisser des gens s'exprimer et de dire voilà, potentiellement je peux exister à Chelsea, je peux amener quelque chose. Moi je le vois comme ça beaucoup, éventuellement faire tourner, mais pas tourner dans un esprit de ménager les joueurs, mais de donner à certains l'envie de pouvoir décrocher le Graal à Stamford Bridge, quoi. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, Ouais, encore t'entends. un peu. Je vous propose alors, avant de passer à la troisième partie de l'émission, avant de vous rappeler qu'au match aller, hein, on n'a pas eu un match si facile que ça. Je vous rappelle, on a fait trois buts partout, avec 2 buts lillois marqués dans les 10 dernières minutes, dont un dans les toutes dernières secondes. Donc, C'est ça. les Messins ne sont pas des adversaires aussi faibles que le classement pourrait le laisser croire. Troisième et dernière partie d'émission, il est déjà 21h36, on était très bavard. On va quand même aborder le prochain rendez-vous de Champions League, hein, donc, qui d'ailleurs fera que le bistrot d'Alelos aura lieu mercredi, bien évidemment. Hein, on est tous au match, hein, donc, enfin tous, on est beaucoup au match, et donc on ne fera pas de bistrot en direct de Stamford Bridge. On le fera dès le lendemain matin, dès le lendemain soir, pardon. Donc, troisième partie, les Lillois se mettent à Londres. Alors, comment vous voyez ce match face à l'ogre chelsien, qui, je vous le rappelle, vient de gagner la Coupe du Monde des clubs contre Palmeiras. Alors, je ne sais pas où ça s'est joué, d'ailleurs, cette compétition, je n'ai pas réussi à le trouver. Donc, ils ont gagné 2-1 contre Palmeiras et ils sont champions du monde des clubs de la FIFA. Comment vous voyez ce match? Comment vous attendez ce match? Baptiste. Alors, c'est bon, j'ai activé mon micro. Alors, c'est assez compliqué parce qu'on ne saura pas comment le LOSC va venir jouer je vais arriver à parler. Elle va arriver à jouer ses chances à fond. Je pense que Lille a clairement un coup à jouer. Lille par outsider de ce match et peut vraiment espérer quelque chose face à Chelsea. Alors, quelle stratégie va être opérée par Justin Gourven et son staff? Est-ce que l'objectif est de revenir avec un match nul, sachant que le but à l'extérieur n'existe plus? Donc, pas besoin forcément d'aller faire une victoire là-bas et de tout jouer par peur de se faire contrer à domicile. Donc, Le but à l'extérieur ne compte plus en Ligue des Champions. Bourak, c'est le moment de le mettre à l'intérieur. Hein. Exactement. Et il existe encore. Hein. Il existe encore le but extérieur. Hein. C'est Ouais. juste qu'il ne compte pas double. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Mais donc, il va falloir vraiment être très, très, très intelligent. Je pense que Lille en Ligue des Champions est tout simplement une autre équipe que quand ils jouent en Ligue 1. Et face à Chelsea, ça peut vraiment le faire face à un adversaire qui va les booster, les pousser vers le haut. On le sait très bien, cette équipe très, très difficile à jouer. D'ailleurs, qui jouera sans Mason Mount, leur maître à jouer en position de numéro 10, étant donné qu'il est absent pour cause de blessure à la cheville, donc il sera absent pendant 2 semaines. Et puis après, l'avantage de Chelsea, c'est que leurs deux attaquants en ce moment ne plantent pas, les Lukaku et Werner, qui ne plantent pas énormément. Donc ça va être un bon point du côté du LOSC. Alors, une attaque un peu défaillante en ce moment, mais un Chelsea qui reste quand même un ogre, troisième de Première Ligue, avec, bon, ils ne seront pas champions cette année, ils ont 16 points de retard sur Manchester City, même s'ils ont un match en moins, et ils ont 7 points d'avance sur Manchester United qui est cinquième, donc ils sont déjà quasiment qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Ils n'ont même pas besoin de gagner celle-ci pour être qualifiés, c'est un avantage. Alors, comment vous voyez ce match, Christophe? Je me rappelle du Lille-Chelsea il y a 3 ans, je crois. On était parti 2 ans. 2 ans. On était parti là-bas en se disant on va prendre cher, tout ça. Et tout le monde fait le match, c'était plutôt équilibré. On avait perdu, mais sur un match
plutôt équilibré parce qu'on l'avait attaqué crânement. Avec un peu, on va dire un peu d'innocence, c'était un peu le problème de cette année-là, c'est qu'on s'est, Oui. voilà, Parce que était un peu jeune. c'était une constante en Ligue des Champions cette année-là. On a fait que C'est des matchs ça. équilibrés où on a perdu. C'est ça. Et je me dis que l'expérience qu'on a cette année, les matchs qu'on a fait cette année, ben on est un peu plus armé pour aller jouer là-bas. Et Chelsea, même s'ils sont champions du monde des clubs depuis peu, je pense que on a plus d'expérience et puis que je suis assez confiant. Je dis pas qu'on va aller battre Chelsea chez eux, hein, non plus. C'est pas sûr. C'est pas certain. Mais voilà, je pense que les gars vont être motivés, qu'on a vraiment des bons joueurs dans cette équipe, des gros joueurs de football, et que ça va être un sacré match de football. Je ne pense pas que ça va être la purge qu'on a eue contre le PSG, où on s'est vraiment loupé. Et je pense que ça va être un très, très beau match de foot. Alors, Georges, qu'est-ce que tu penses de ce match, en fait, entre David et Goliath, en sachant qu'on a un avantage, parfois c'est David qui gagne contre Goliath, surtout quand on a un David qui est meilleur buteur du club en championnat, ça peut toujours aider. Est-ce que tu es plutôt confiant, plutôt inquiet? Quel est l'objectif du LOSC selon toi? Olivier Létang, en réunion de supporters, disait l'objectif c'est de se préserver une finale au match retour. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ouais, je le rejoins un peu et je pense qu'on a à peu près tout dit. Il y a un gros favori sur ce match, c'est pas nous. Et moi, je pense un petit peu, j'ai le souvenir comme ça d'un excellent entraîneur que j'ai eu à Tourcoing. Et quand on avait des matchs de coups, vous savez, on jouait des équipes et un au-dessus, il arrivait dans le vestiaire, il disait aujourd'hui, les mecs, on va se prendre une branlée, donc pas de consigne, de toute façon, c'est perdu. Et je me souviens, ces matchs-là, à chaque fois, on a réussi à les passer, on les gagnait, on surpassait, ou alors on était vraiment sorti de justesse. Et parce qu'on veut vraiment lui prouver que, et en gros, on était un peu jeune et con, on a compris bien plus tard que finalement, c'était une approche psychologique pour nous mettre dans une situation où on virait toute pression, toute forme de pression, que les favoris, ce n'était pas nous. Et lui, ben, il allait jusqu'au bout du truc. Donc, chapeau à cet entraîneur, grâce à qui il y a eu quelques exploits quand même. Et là, je me dis, ça doit être comme ça. Finalement, on n'est pas les favoris, on n'a pas non plus la pression. On sait qu'on a des talents. Alors, c'est vrai que la question, ça va être, on a quand même dans notre groupe des joueurs qui sont de ce niveau, qui ont le niveau de ce match-là. Hein. Je pense en particulier à Renato Sanchez, qui a quand même joué une finale d'Euro, à José Fonte, qui sont des joueurs top internationaux, Burak Yilmaz aussi, David. Donc, je pense que ça va jouer là-dessus. Moi, je pars sur l'idée qu'on sait que... je ne sais pas, c'est peut-être du 70-30, mais ce 30, on doit le jouer à fond. Et c'est peut-être l'occasion pour le LOS de vivre enfin une vraie épopée européenne, parce qu'au bout du compte, c'est quand même un quart de finale qui arriverait derrière, chose qu'on n'a jamais atteint même en Europa League. Et je me dis que c'est jouable. C'est pas acquis, c'est pas gagné, mais c'est jouable. Alors, en tout cas, c'est un match qui laisse beaucoup d'espoir parce qu'on a d'un côté un Chelsea qui est extrêmement solide, hein, mais qui paraît un peu en deçà de ce qu'il peut faire, notamment en ce moment. Et on a un LOSC qui, effectivement, n'a rien à perdre dans cette double confrontation, dans un contexte qui, finalement, il faut le souligner, où il y aura des supporters lillois à Chelsea. Ce n'était pas gagné il y a encore 15 jours, 3 semaines. Hein. Maintenant, plus les jours avancent, moins il faut de formalités administratives et sanitaires pour traverser le channel dans les deux sens. Avant, il fallait 2 tests, un test à J+2, c'est tout juste s'il ne fallait pas passer un examen médical avant. Et là, maintenant, c'est open bar. Il suffit d'avoir le pass sanitaire et tout le monde peut y passer. Donc, il y aura à peu près, d'après ce qu'on peut voir, un gros millier de Lillois présents à Stamford Bridge. C'est beaucoup moins qu'il y a 2 ans. On était 2500 et il y avait une ambiance de folie dans la tribune ce soir-là. Donc, on sera un peu moins nombreux, mais il n'y a pas de raison que l'ambiance ne soit pas aussi folle qu'il y a 2 ans. Vous avez regardé le match, j'imagine. En streaming. J'espère regarder le match. Vous allez peut-être regarder le match.
Bon, en tout cas, si C'est ça vous Christophe, rassure, allez. si ça passe en streaming et que vous ne pouvez pas le voir, rassurez-vous, pour une fois, le mercredi, moi, je l'aurais vu. Hein, donc, je vous raconterai ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc, qu'est-ce Ouais, que... Baptiste, viens à la maison. Alors, voilà, on va poser un deuxième jeu concours. Le premier qui répond à la question remporte 2 places pour aller voir le match de Chelsea chez Christophe. Merci Chelsea. Merci Christophe. Merci Chelsea. Bon, qu'est-ce que vous craignez le plus chez Chelsea, son expérience? Y a-t-il un joueur que vous craignez le plus, qui pourrait faire la décision dans cette double confrontation? Baptiste, toi qui es un spécialiste du football anglais. Yes, of course. Non, franchement, du côté de Chelsea, il n'y a pas de joueurs. Alors, c'est vrai que quand ils ont gagné cette Ligue des Champions, cette Coupe du Monde des clubs, d'ailleurs, j'ai une petite statistique à sortir sur leur équipe, mais c'est vrai que c'est une équipe qui a surfé sur une dynamique positive, c'est-à-dire que tous les joueurs, entre guillemets, étaient à leur prime, à l'instar du Bayern il y a de ça 2-3 ans, où vraiment tous les joueurs étaient au maximum de leur niveau et on surfait sur une dynamique positive. Donc cette équipe, elle me fait peur plus sur son plan collectif qu'individuel, parce que leurs joueurs individuels ne sont pas non plus des joueurs top mondiaux. Alors il y a certes Edouard Mendy qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement, et ça me fait très peur. Maintenant, il y a, voilà, quand on prend ligne par ligne, entre guillemets, en défense centrale, il n'y a pas vraiment de nom hyper sexy au milieu de terrain, à part, bon, certes, Jorginho et N'Golo Kanté, c'est pas non plus hyper sexy. Et devant, pas, voilà. Alors, si, c'est sexy, bien sûr. Baptiste, tu es au courant que c'est un match de Champions League, hein, c'est pas Miss France, hein, c'est pas l'élection de Miss France. C'est vrai, mais c'est vrai, voilà, c'est pas non plus des joueurs top mondiaux qui sont capables à eux seuls vraiment de changer des matchs. À l'instar, voilà, par exemple, du Real Madrid ou un Benzema, ou à Paris avec Mbappé, parce que je regarde en même temps le match, toujours 0-0 d'ailleurs, sont capables de changer. Donc, c'est une équipe qui va surfer là-dessus. Après, d'ailleurs, la dernière fois qu'on a rencontré Thomas Tuchel, on lui a mis sa canne dans la tronche. Moi, je donne ça. Et au niveau des statistiques, parce que tu parlais tout à l'heure de la Coupe du Monde des clubs, c'est vrai qu'ils m'ont impressionné par leurs statistiques. Alors, certes, c'est parti en prolongation, donc le nombre de tirs a été démultiplié par la fatigue, mais ils ont eu 22 tirs, bon, ce qui est assez correct, mais seulement 3 cadrés. Donc ça, c'est assez impressionnant quand même d'avoir 3 tirs cadrés seulement en 22 matchs, sachant qu'il y a eu un penalty, donc ça rajoute un peu moins de tirs cadrés, mais c'est vrai que moins de 10% d'ailleurs de tirs cadrés du côté de Chelsea. Donc, à voir comment ils arrivent à cadrer leur occasion, mais ça pourrait être un bon plan pour Jardim. Pas de tir cadré, pas de but. Christophe, est-ce que tu penses comme Damien Boone, là, qui sur les réseaux sociaux nous dit que le principal adversaire, la force de Chelsea, c'est la pluie, même si Capenoul dit c'est impossible, tout était tombé il y a 2 ans. Alors, est-ce que tu penses que le principal adversaire, c'est la pluie, ou éventuellement un complot contre le LOSC, hein, vu que c'est Damien qui pose Voilà, c'est la base. qui soumet cette suggestion? Quel est pour toi le principal atout de Chelsea, la chose dont il faut se méfier? Je suis un peu d'accord avec Baptiste. Le principal atout de Chelsea, c'est le collectif. Parce que Tuchel, il sait quand même bien faire jouer ses équipes. Enfin, Paris, il y a plus de mal parce qu'il n'y avait que des boulards. Mais là, je trouve que collectivement, son équipe, elle tient la route. Parce que j'avoue, j'ai regardé un peu Chelsea. Bon, voilà, je regarde que le LOSC, mais là, j'ai regardé un peu Chelsea pour voir à quoi C'est parce ça que c'était ressemblait. gratuit, je suis sûr. C'était gratuit sur l'équipe. Non, mais j'ai la chaîne. C'était sur l'équipe. C'est juste que j'ai la chaîne qui met le rugby aussi. Donc, je préfère regarder le rugby que la Ligue anglaise. Mais à coup de temps, j'y ai regardé un peu quand même. Non, mais après, en début de saison, je sais que j'avais un peu suivi que Lukaku faisait une grosse saison. Il s'est un peu éteint, heureusement. Parce que quand on parle de la pluie, lui, il y a des bons appuis, hein, il y a de très bons appuis. Donc, il peut faire très mal. Et donc, à Lukaku, je crois qu'il est revenu en plus il n'y a pas très longtemps, donc il peut nous faire mal. Mais non, mais c'est le collectif. Le collectif de Chelsea est très, très bon. Enfin, c'est un très beau collectif. Maintenant, si on leur repose un collectif de bonne tenue et qu'on leur montre qu'on est là, je pense qu'on a les atouts pour faire la différence. Si on a les joueurs pour faire la différence. Et
Donc, ouais, la crainte, c'est de se dire que les gens, ils vont jouer en une touche de balle et que nous, on va pas toucher le ballon, qu'on va s'énerver, qu'on va faire des fautes et puis qu'on va perdre le match. Mais ça, c'est vraiment le mental à travailler et pas se perdre dans ce match. Et surtout, avoir les joueurs qui calment le jeu, qui se disent allez, on y va. Et cette expérience-là, on l'a. Ça fait 3 ans qu'on joue les Coupes d'Europe à un bon niveau. Donc, c'est pour ça que je suis assez confiant. Georges, comment tu le vois ce match? Un match à la milanesque ou un match à la mode Ajax d'Amsterdam? Ouais, non, je préférerais Milanaise. Hein. J'aime beaucoup les deux villes, mais je préférerais Milan quand même. Mais ouais, non, d'abord, Chelsea, c'est un très beau collectif, c'est vrai. Cela dit, s'ils avaient la bonne idée d'enfermer N'Golo Kanté dans les chiottes avant le match, ce serait peut-être pas un mal, parce que c'est pas pour rien que c'est encore un mec qui, enfin voilà, c'est lui qui fait briller le collectif. Ça reste malgré tout l'individualité énorme vouée au collectif. Alors ouais, c'est pas sexy, N'Golo Kanté, mais putain, qu'est-ce que c'est fort, quoi. Après, j'ai cru comprendre que Lukaku avait une période un petit peu compliquée parce que il avait des envies de départ, qu'il y avait peut-être au niveau ambiance un truc qui était un petit peu délité, ce qui peut expliquer aussi une Un truc espèce délité, de... c'est Deli Lukaku, c'est ça? Voilà, ouais. Et, enfin, il y a une petite zone de turbulence en termes de résultats, parce que je pense que depuis la reprise, ce n'était pas terrible. Maintenant, je pense que s'ils ne sont pas mobilisés sur un huitième de finale de la plus grande compétition de club où ils sont tenants du titre, je ne vois pas où ils le seront. Donc, non, je pense que... Enfin, je ne vois pas en tout cas le match joué sur un passage à vide. Alors, où je rejoins les temps, c'est clair. Moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà, on soit en vie pour le match retour. Donc, même une courte défaite, ça peut convenir. Mais si on pouvait accrocher un nul, voire plus, ce Ou une serait large pas mal. victoire, hein, ça marche aussi, la large victoire. Non, parce que ce serait bien qu'on ait du suspense au retour, quoi. Non, ouais, blague à part. Oui, Parce que nous, on a une soirée après dans les pubs anglais et c'est mieux avec une large victoire. Ouais. Surtout si on court vite. Oui, ou alors, faites les bistrots d'Arsenal. Ouais. Puis même, faites les bistrots d'Arsenal, vous serez annulé, quoi. Ça... Mais en tout cas, ouais, je rejoins l'idée de la force collective et puis le facteur X qui est Lukaku devant, quoi. Dans quelle disposition il sera. Parce que Lukaku, il a l'air aussi des fois de se rater complètement. Ah bah oui. Mais ouais. En espérant que ce soit là. Pour terminer ce préambule de la Ligue des Champions, donc pour le match qui nous attend mardi, rapidement, votre pronostic. Baptiste. Victoire du LOSC 2-0. Et buteur. Victoire du LOSC 2-0 grâce à Cheka. Cheka, pourquoi pas, ça peut être pas mal. S'il confirme pas sa messe, c'est un but de... J'ai envie de dire un but de Ben Arfa parce que ce serait bien qu'il marque avec le LOSC, ce qui nous fait plaisir en ce début de performance. Donc, ouais, je vais dire Cheka et Hatem Ben Arfa. Christophe, est-ce que tu as un pronostic à nous faire part? Je suis quand même le plus nul des pronostiqueurs, mais je dirais un partout avec un but de Fonte. Georges. Allez, 2-2 avec des buts de pied Bradaric. La cote, elle est à 10 000. La cote, si je ne joue pas et que ça se passe comme ça, là, c'est con, j'aurais raté mon yacht. On a sur les réseaux sociaux Frédéric qui pronostique, mais c'est pour le match de Metz. Mais moi, ça me va très bien comme pronostic. Et en plus, c'est un pronostic dans lequel je me retrouve complètement. C'est 1-0 avec un but d'Onana, du cul d'Onana à la 93e minute. Donc moi, pourquoi pas, hein. Balouli a bien marqué contre Metz, alors... Je signe tout de suite. Tiens, c'est pas con. Je vais aller à Chelsea avec mon maillot de Balouli. Ça c'est une bonne idée, ça. Et voilà. Ouais, parce que on est en direct ce soir. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas Paris Real de Madrid. Et je ne voudrais pas choquer les nouveaux auditeurs avec une blague aussi éculée.
Donc, je vous propose de terminer ce 21e bistrot d'Allez LOSC sur ces propos. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement et qui participent à l'émission. Ah, on a des pronostics 1-2, David Fontenay pour Capenoul. Et Onana et Frédéric qui rebondit, qui dit qu'il peut marquer du cul Onana contre Metz et contre Chelsea. Donc, on entend sa prédiction. Donc, voilà, donc je voulais remercier les internautes qui nous regardent régulièrement dans ce bistrot d'Allez LOSC, ce rendez-vous hebdomadaire. Je voulais remercier toutes les personnes qui participent également dans les commentaires avant, pendant et après l'émission. Je vous rappelle que l'émission sera diffusée en replay sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et allez voir ce replay une fois que vous aurez... Parce que là, maintenant, vous allez pouvoir retourner voir PSG Real de Madrid et ensuite, vous pourrez revoir si vous n'avez pas tout compris, notamment si vous n'avez pas compris la réponse à la question de la semaine, vous pourrez voir sur le replay, tout sera bien précisé. Donc, merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci aux piliers du bistrot présents ce soir. Merci donc à Baptiste, Monsieur Big Data. Merci beaucoup à toi. Merci à Christophe, Monsieur le Villeneuvois. Bonne soirée à tout le monde. Et merci à Georges, Monsieur le Dunkerquois. Merci à toi, merci à tous et mon petit Laurent qui me suivait ce soir. Voilà, alors merci à tous. Une semaine très très importante pour le LOSC. Alors bien sûr, notre cri de guerre habituel à 3. 1, 2, 3. Allez le LOSC! Je vous ai trouvé un petit peu mou. Alors on va recommencer à 3. 1, 2, 3. Allez le LOSC! Voilà, c'est mieux. Donc, une semaine très importante avec un double rendez-vous Metz contre Chelsea. On débriefera Chelsea mercredi à 20h30 en espérant qu'on soit bien rentré de Londres, mais a priori, il n'y a pas de raison qu'on reste bloqué là-bas. Je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup d'attention et à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Bisous.